un double. Et puis, la preuve, nous prenons des photos pour nous identifier souvent sur les réseaux sociaux ou encore sur nos curriculum vitae. Voilà un peu ce qui représente le pouvoir de l'image. C'est-à-dire, devant cette affiche, on dit merci de ne pas avoir baissé les yeux devant cette affiche. Même si cela n'a pas été écrit, tu ne peux pas baisser les yeux, puisque les yeux du monsieur qui est sur la photo, elle te capte. Et puis, c'est comme si quelqu'un qui était devant toi qui te regardait dans les yeux. Donc, pour dire que les images, la photo, a un effet sur nous. Et nous passons au photojournalisme, parce que les photojournalistes sont là où les faits se produisent. C'est-à-dire, ils nous montrent les visages derrière l'événement. Et parfois, ils nous forcent même à nous sentir partie prenante de la scène quand on voit certaines images à la télé ou encore dans les revues de magazines. Et nous le savons bien, quand nous lisons un texte ou un article sans image, nous avons l'impression qu'il manque de quelque chose. C'est pourquoi je pense que le plus souvent, la lecture des livres intellectuels c'est plus compliqué puisqu'il n'y a que des pages et des pages d'écriture, alors qu'avec des images, ça irait plus vite. Donc, c'est ça. On n'a pas d'article de journal sans image. Quand vous voyez cette page, ça c'est Vatican News, et le site web de la radio du pape François. Vous voyez, chaque article est illustré par une image. La Grèce en plein marasme social, il y a une image. C'est-à-dire que c'est l'image qui nous donne même l'envie d'ouvrir l'article et de lire cet article et de voir ce qui se passe. Imaginez-vous seulement des titres qui sont alignés là. Bon, on zappe, on y va. Donc, l'image a un pouvoir réel dans la publication, dans l'information ou bien dans le storytelling. Et pourquoi? Parce que les images nous fournissent une preuve et nous donnent la confirmation que le fait s'est réellement produit. C'est ça. Et c'est-à-dire, il y a un fragment de la réalité qui nous est présenté et on croit que le photographe a capturé un moment et ce moment dure toujours. Nous n'étions pas présents quand la scène s'est produite, donc du coup, nous, on veut voir ce qui se passe, puisque l'être humain est aussi curieux, il veut voir ce qui se passe et la photographie qui illustre ce que nous racontons, ce que nous disons, pousse le lecteur ou l'abonné de notre page à y adhérer et à partager aussi notre histoire. Et bon, maintenant, dans le monde que nous vivons, et il y a des réseaux sociaux qui sont là et qui changent aussi la face du journalisme qui était là, comme le journal papier. Et bon, ici, je mets dans le journalisme tout, c'est-à-dire les magazines, les revues qu'on avait avant. Et puis, avec les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, c'est-à-dire la face de tout cela, il y a eu un grand saut. Et beaucoup de médias, beaucoup de journaux, beaucoup de journaux de presse et autres, ils utilisent les réseaux sociaux comme relais d'information, puisque ces réseaux sont devenus très, très, très importants, sont des facteurs clés. Parce que si on place un article sur Facebook, Twitter, Instagram, on génère un flux de visiteurs dans sa direction, puisque les gens sont plus dans les réseaux sociaux que sur les sites web. Parce que moi, je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas prendre mon téléphone et taper, par exemple, comme www.rfi.tel nom. Les gens, ils vont sur Facebook, ils vont sur Twitter, ils vont sur Instagram. Et quand ils regardent, ça les attire. Quand ils veulent en savoir plus, ils peuvent aller maintenant sur le site. Ça, nous prenons, ça, c'est la page Instagram de TV5 Monde. C'est le feed, vous voyez. Et ils mettent toujours un lien vers le site web www.tv5monde.com. Ouais, ça, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire, c'est un relais. Ils utilisent ça comme relais d'information. Quand vous voyez, ça, c'est aussi c'est une page Instagram de RFI. Il y a l'image. C'est-à-dire, quand on ouvre en même temps, on voit des gens qui sont là debout avec des masques et des doigts. Ils sont asiatiques. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va voir. On part voir. Ah, il y a des habitants de Rangoon qui ont fui mardi 16 mars un quartier en proie à la violence. Donc, RFI, et comment on dit, RFI arrive à joindre un public plus grand avec le réseau social Instagram, Twitter ou Facebook que le journal qu'ils ont fait où il rejoint plus de personnes que le site web.
Mais comme je disais, les réseaux sociaux, les médias sociaux sont toujours un élément de relais d'information pour pour ces grandes structures. Quand vous voyez sur cette photo, quand nous sommes ici, vous voyez à lire sur rfi.fr, c'est-à-dire on nous renvoie, puisqu'ils ne vont pas donner tous les détails ici. Donc, si tu veux en savoir plus, tu vas sur le site. Donc, le réseau, le média social, draine des personnes pour eux, c'est-à-dire ça fait comme un pont entre le site web et les personnes. Donc, quand je lis un article sur Instagram, par exemple, je suis intéressé, je veux en savoir plus, là, je peux creuser sur le site. Bon, nous allons aborder maintenant les médias sociaux et les réseaux sociaux. Bon, les médias sociaux, bon, il y a une petite différence entre médias sociaux et réseaux sociaux, mais un réseau social est englobé dans un média social. Donc, les médias sociaux regroupent différents sites, applications et fonctionnalités sociales du web. Parce que les médias sociaux permettent de partager des expériences, des pensées et des idées. Et un réseau social a pour vocation première de mettre en relation des utilisateurs entre eux. Donc, en ce sens, vous voyez que Facebook, Instagram nous mettent en relation, mais ce sont aussi des plateformes qui permettent de partager des expériences, des pensées et des idées. Donc, comme vous le lisez sur le slide, les réseaux sociaux ne constituent qu'une partie des médias sociaux. Bon, pourquoi utiliser les médias sociaux? Bon, on l'utilise pour raconter une histoire en s'adressant à un public plus large, ça je l'ai déjà dit, et il nous permet de présenter notre travail d'une manière, c'est-à-dire c'est plus facile que par le passé, par le biais des supports imprimés. C'est-à-dire, quand il faut présenter par le biais des supports imprimés, il faut faire un montage, contacter l'imprimeur et ça devient plus cher. Alors qu'avec les réseaux, les médias sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et autres, tu es dans ta chambre, tu fais ton montage, tu as une bonne connexion Internet, paf, tu publies ton histoire et tu gagnes un public encore qui est plus large que d'imprimer sur des supports papier. Imagine, tu es en Nairobi, tu imprimes combien de copies? Il faut de l'argent et puis ton journal seulement en Nairobi, tu n'as pas de chance que cela voyage. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde entier qui rentre en contact avec cela. Et puis, c'est une nouvelle façon de communiquer comme le vide qui existait avec les magazines. Voilà, c'est-à-dire, ça, c'est une image qui raconte une histoire sur Instagram. Baf, quand on voit l'image, on voit ce qui se passe, il y a un homme et tout, et tout, et tout. Donc, ça permet d'attirer les gens. Et comme ça aussi, on voit des gens. Ça permet ici, ça raconte une histoire. Ça, c'est une publication que j'ai faite sur ma page Instagram, c'est-à-dire, le titre, c'est quoi? Le Tukutu, le Tchouk pour les intimes est traditionnellement très prisé dans le nord du Togo, notamment chez les Kabyais. Donc, ça, c'est une histoire. Quand tu veux lire le reste, il y a un lien. Bon, ça, c'est un screenshot. Il y a un lien en bas qui te permet d'aller sur le blog et lire la totalité de l'histoire. Donc, ici, j'utilise Instagram comme un relais pour relayer une information. Donc, j'utilise une image, c'est-à-dire un peu lugubre, un peu claire, et sorte de nuance, de lumière, de noir. Là, on veut voir, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un truc qui peut attirer quelqu'un à aller voir ce qui se passe réellement sur le blog. Donc, quelle plateforme utiliser pour raconter son histoire, pour partager ses idées, pour partager ses pensées? Bon, pour une télévision en ligne, le choix se résume le plus souvent à YouTube et Vimeo, ça c'est clair. On n'a pas grand choix là, parce que c'est les médias les plus connus, surtout quand on est en Afrique, c'est surtout YouTube, puisque c'est le support visuel qui est plus commun, ce que tout le monde a. Mais le choix doit nécessairement aussi s'étendre à Facebook et Instagram, comme je l'avais dit. Et beaucoup aussi n'ont pas accès à YouTube. Et de Facebook et d'Instagram, tu peux ramener les gens à YouTube. Parce que nous savons que sur Facebook et Instagram, il y a un nombre limité de minutes qu'on peut publier, surtout sur Instagram. Maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité de Instagram TV, je pense que ils ont étendu ça un peu à 10 minutes ou 4 minutes, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, que YouTube devient aussi nécessaire. Et de la page YouTube, on partage son élément sur Facebook et sur Instagram qui deviennent aussi
des relais. Bon, Twitter également une notion supplémentaire pour faire connaître son site et améliorer son référencement, puisque les tweets ne contiennent que 280 signes. C'est-à-dire, tout ce que tu as dit, tu as 280 signes à écrire. Donc, c'est-à-dire, Twitter, c'est seulement un relais, en fait. C'est considéré vraiment comme un relais d'information. Tu mets 280 signes et parmi ces signes, tu peux ajouter ton site web ou bien des hashtags qui peuvent ramener à l'article. Et pour le storytelling, le choix varie entre Instagram et Facebook. Il y a aussi possibilité d'utiliser le blog, mais nous savons, surtout en Afrique, que les gens ne sont pas trop tendance blog. C'est-à-dire Instagram, Facebook, là, on est sûr, on touche un plus grand public. Et quelle stratégie quand on publie? Bon, il faut définir des objectifs. Je suis une télévision en ligne comme cette télévision. Qu'est-ce que je veux faire? Il y a des objectifs. Peut-être que je veux influencer les gens en quoi? En racontant des histoires. Quel type d'histoire? Et quand on définit les objectifs, il faut cibler son audience. C'est qui? C'est des chrétiens, bien c'est tout le monde, c'est un peuple de bonne volonté, comme souvent le pape écrit, c'est comment. Et quand on cible son audience, on fait un planning de publication. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il faut maintenir un rythme de publication. C'est-à-dire, il faut publier tous les jours. Et être en cohérence aussi avec la ligne éditoriale. Il ne faut pas trop varier dans ce qu'on publie. Et il faut adapter la forme des messages à chaque réseau. Ce que je vais publier sur Instagram, ce n'est pas la même chose que je vais publier sur Twitter ou bien sur Facebook. C'est le même message, mais il y a la manière de le faire. Parce que Instagram, quand tu l'ouvres, c'est seulement l'image. Donc, c'est-à-dire qu'en publiant sur Instagram, je dois trouver une image vraiment qui marque. Là, dès que quelqu'un tombe sur ma publication, la personne tombe sur une image vraiment qui frappe et qui l'amène à lire ce qu'il y a en légende. Et puis, il faut homogénéiser la communication entre les différentes plateformes, proposer un contenu varié. Je ne vais pas parler tous les jours de la misère. Par exemple, je décide de parler de la misère des gens qui vivent peut-être à Kibera. Je ne vais pas parler de ça chaque jour parce qu'à la fin, je vais fatiguer des gens. Il faut aussi, je parle de la misère à Kibera, il y a aussi Kariokor à côté, il y a Kawangware, ou bien des gens qui souffrent aussi. Il y a plusieurs sujets. Et puis, rester à l'affût de l'actualité et publier régulièrement. Et puis aussi, utiliser les hashtags. Les hashtags sont importants. C'est très important dans la publication sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et sur Twitter. C'est-à-dire, le hashtag est utilisé pour désigner une étiquette qui organise un ou plusieurs éléments de contenu dans un sujet ou un contenu spécifique sur les réseaux sociaux, les applications ou tout autre service web. Ça, c'est un exemple d'Instagram de hashtag. Par exemple, il y a un dièse. Bon, dernièrement, TV5 Monde disait que ce n'est pas un dièse, mais nous, pour le trouver carrément sur son clavier de téléphone ou d'ordinateur, c'est un dièse. Donc, Modern Humanist, Live Street, Street Sans Frontières, Street Photo Magazine, des trucs comme ça. Et pourquoi utiliser les hashtags? Ce sont les meilleurs moyens d'augmenter le nombre de vos followers et de votre audience sur votre profil. C'est-à-dire, en utilisant de la bonne manière, on peut aller et comment on dit, arriver à toucher un public plus large. C'est-à-dire, les hashtags utilisés de bonne manière permettent d'obtenir une conversion maximale en termes de followers et d'engagement de plus de 50%. C'est-à-dire que, et comment fonctionnent ces hashtags? Chaque post que vous publiez sur votre profil doit être accompagné d'une description et de hashtags associés. Et comme je le disais, ces derniers sont essentiels pour organiser le contenu sur les réseaux sociaux et ils facilitent la découverte du contenu par les utilisateurs. Je prends par exemple cette télévision en ligne qui vient d'être créée. Vous êtes sur Instagram, peut-être que vous avez 3, 4, 5, 10 abonnés. Et vous 10 abonnés, quand vous publiez sans hashtag, c'est-à-dire que vous touchez seulement 10 personnes. Il faut aussi que ces 10 personnes soient connectées. Il faut aussi que ces 10 personnes soient connectées au jour le jour. Si ces 10 personnes se connectent une fois le mois ou bien une fois tous les 3 mois, vous êtes mal barré, vous êtes foutu puisque la publication, c'est comme si vous n'avez rien fait. Alors que le hashtag vous permet d'aller au-delà de vos abonnés. Et regardez cette photo, toujours de la page Street Storytelling. Donc, vous voyez qu'ils ont aligné des hashtags. Bon, le maximum de hashtags, par exemple, sur Instagram, c'est 30. Facebook, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Twitter, comme je l'ai dit, c'est 280 caractères, c'est tout.
Donc, en utilisant aussi les hashtags, cela définit aussi le nombre de caractères qui vous restent. Donc, vous voyez, il y a Inside Photo, DPSP Streets, Bistian Collective, Infinity Street, Street Finder. Donc, ce sont des hashtags qui vont permettre de toucher plus de monde. Par exemple, voyons le hashtag Street Storytelling. Donc, il y a 3 221 086 abonnés à ce hashtag Street Storytelling. Donc, quand vous publiez un contenu qui parle, par exemple, une photo qui parle où vous racontez une histoire, donc, forcément, vous devez utiliser ce hashtag de Street Storytelling. Même si vous avez 10 abonnés, vous avez la possibilité de toucher 3 millions de personnes, puisqu'il y a 3 millions de personnes qui sont abonnées à ce hashtag. Donc, en mettant ce hashtag dans votre publication, vous dépassez vos 10 abonnés, vous passez de 10 à 3 millions immédiatement. Donc, votre contenu est proposé à 3 millions de personnes qui sont là et qui voient. Donc, vous voyez, les hashtags jouent un rôle vraiment très, très important dans nos publications, surtout sur Instagram, Twitter. Bon, maintenant, photos sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quand on a une radio en ligne ou une télévision en ligne, donc on utilise des images pour enseigner et pour montrer une autre réalité de l'Afrique. C'est-à-dire, bon, puisque nous savons que beaucoup de médias maintenant, c'est du dénigrement souvent de l'Afrique, on montre des parties qui sont du genre et tout. Donc, un média social comme une télévision en ligne africaine qui promeut la culture africaine se penchera plutôt plus sur la valorisation d'une autre réalité de l'Afrique, une Afrique qui est belle, une Afrique qui se bat, une Afrique et qui, chaque jour, qui se bat pour sortir de la misère, mais pas montrer une Afrique qui est toujours dans la misère. Ou bien, si on est là plus dans le truc catholique chrétien, donc on ajoute des photos à des paroles d'évangile qui parlent aux gens. C'est-à-dire, et puis on met des citations sur des images aussi qui peuvent capter l'attention des gens. Et voici par exemple quelques inspirations. So, whether you think you can or you think you can't, you are right. C'est-à-dire, voilà, accompagné d'une image qui dit, c'est-à-dire, tu peux, ça dit tout. C'est-à-dire, devant une beauté maintenant, tu penses, le message c'est clair. You are right. C'est-à-dire, whether you think you can or you think you can't, you are right. Mais le message que Henry Ford, je pense, veut communiquer, c'est-à-dire que you can, pas you can't, et tu peux le faire. Donc, du coup, il te met devant une beauté pour te dire que non, tu peux aussi atteindre cette beauté. But storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today. Robert McCaffrey-Brown, c'est-à-dire, tu vois, il met en background un landscape vraiment qui est beau et tout. Glasses, earrings, rings, makeup, I love every little accessory. Et puis, il met un sunflower derrière c'est-à-dire, le plus important, c'est de capter d'abord l'attention de la personne. Un sunflower, on sait que le tournesol, les gens aiment. Donc, dès qu'il voit le tournesol, il s'arrête d'abord. Il admire. Bon, qu'est-ce qui est écrit? Il lit. Et l'objectif est atteint. Bon, cette image est un peu floue, mais ce sont les mêmes objectifs. Bon, pourquoi il faut utiliser les images? Il est important d'utiliser les images dans une histoire pour communiquer un message. Et il y a plusieurs manières dont les images peuvent améliorer notre histoire. Les images attirent l'attention. Donc, si vous incluez une image dans un communiqué de presse, un article de magazine, un billet de blog, elle captera mieux l'attention du lecteur qu'un bloc de texte. Donc, cela incite les gens à lire. Ça, vous voyez, ça, c'est la page d'Instagram du GCAM, la conférence des Jésuites d'Afrique et de Madagascar. Above all, love each other deeply. Ça, on voit quelqu'un, un soldat, c'est-à-dire c'était une image pour illustrer la journée de la fraternité, la journée mondiale de la fraternité. Je pense que c'était le 4 février dernier. Donc, cette image dit tout. Ah, quand on voit ça, oh, pourquoi un soldat, un petit qui donne de la pomme à un soldat? Bon, forcément pas, on va aller lire ce qu'il y a. Et on a atteint notre objectif. Et les images nous racontent une histoire. L'image est plus efficace pour le test que le test pour raconter l'histoire. Ça, c'est un article. Sous soi, never disappoint. Sous soi, ne déçoit jamais. Sous soi, c'est une zone ici. Vous voyez déjà quand on voit l'image, quelqu'un qui étend les bras devant une étendue, un landscape très joli, on sait, ah, vraiment, il y a quelque chose à dire.
Pourquoi ce soi ne déçoit pas? On voit l'image, on sait pourquoi ce soi ne déçoit pas, on va lire. Même si la personne ne lit pas, on a atteint notre objectif parce que l'image lui permet de voir vraiment que le lieu ne déçoit pas. Donc, les images peuvent transmettre un message rapidement. C'est-à-dire, quand on voit cette image-là ici, on voit deux Asiatiques qui sont là. Ça, c'est quoi? Il y a une croix et il y a une Vierge Marie. On sait en même temps que c'est une messe pour Asiatiques. On sait en même temps que c'est une messe pour Asiatiques parce qu'on voit des gens avec des masques, des téléphones. On sait, vous voyez, c'est déjà. Et là, on sait, et puis, bon, oh, pourquoi une messe pour Asiatiques? C'est où? Ça se passe où? Donc, on part maintenant pour voir ce qui se passe. C'est ça le pouvoir des images. Et puis là, quelle photo publier? Quelle photo publier? Les caractéristiques, c'est-à-dire, les photos présentent une situation réelle en temps normal. Imagine qu'on veut raconter l'histoire de ce qui se passe au Sénégal, les émeutes. Donc, ces photos, ce genre de photos, c'est-à-dire, c'est un peu comme nous faisons du reportage. Ces photos ne doivent pas être retouchées. C'est-à-dire, elles doivent présenter fidèlement ce qui s'est passé. Ou bien on veut présenter la fin, ce qui se passe, comment les gens souffrent à Kibera, ou bien comment les gens souffrent ici, qu'est-ce qui se passe. On ne retouche pas, on montre tel que ces photos elles ne sont pas trafiquées. Et les photos doivent être créditées si ce ne sont pas notre propriété. Si nous n'avons pas fait la photo nous-mêmes, nous devons créditer la photo. Par exemple, en bas de cette photo, c'est écrit un personnel soignant qui prépare une dose de vaccin et tout et tout. Ici, quand vous voyez ça, c'est la page Instagram de RFI qui fait un reportage. C'est pas sûrement 5 ans de réfugiés en Grèce. Et vous voyez ici, il y a ici le nom du photographe, puisque ce n'est pas la propriété de RFI, c'est la propriété de une agence de photographie. Donc, c'est David Philippe qui a pris la photo, donc il faut créditer. La photo, quand vous la publiez sur Instagram ou soit sur Facebook, elle est accompagnée d'une légende qui donne le sens à la photo, qui donne un sens à la photo. Elle précise et tout. Par exemple, ici, je reprends l'image de la messe asiatique. Quand vous voyez, tiens, il y a une messe, la photo nous dit que ce sont des Asiatiques. On voit en même temps, ah, c'est quoi? Il y a une légende qui dit, c'est-à-dire le pape François a célébré une messe dans la basilique Saint-Pierre qui marque les 500 ans du christianisme aux Philippines. Une image, c'est-à-dire, par exemple, cette publication pourrait être, quelqu'un aurait dit, bon, on va utiliser l'image du pape François pour illustrer. Et franchement, l'image du pape François, moi, je ne crois pas qu'elle aurait plus d'impact qu'une image de deux Asiatiques, comme je l'ai dit. Puisque le pape François, il serait assis ou bien à l'hôtel. Et on sait que le pape François, il célèbre les messes tous les jours. Donc, du coup, on a tendance à zapper. Mais quand on met des Asiatiques, ça nous tire plus. Vous voyez, Vatican News a opté pour elle met en première photo des Asiatiques qui sont là, pour attirer la curiosité des gens. Puisqu'on sait que Vatican News, tous les matins, publie des photos du pape qui est là dans une chapelle en train de faire une messe. Donc, et il faut judicieux aussi dans le choix des photos. Et il y a les différents types de photos. Quel type de photos qu'on utilise? Par exemple, il y a la photo d'illustration. Aujourd'hui, c'est Saint-Joseph. Nous voulons publier un truc sur Saint-Joseph sur notre réseau. Bon, on n'a pas la photo de Saint-Joseph. On n'en aura jamais. Donc, on utilise des photos d'illustration. Bon, on peut même utiliser cette photo, même pas seulement pour la fête de Saint-Joseph, on l'utilise aussi pour d'autres circonstances. Il y a la photo posée, c'est-à-dire que les personnes photographiées prennent la pose, comme cette jeune demoiselle. Donc, et la plupart des cas, c'est utilisé pour accompagner des interviews. Et il y a le photomontage, ce qui marche maintenant de nos jours sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on crée un montage pour attirer plus l'attention. Quand vous voyez cette photo publiée par RFI le 19 novembre dernier, Journée mondiale des toilettes. Donc, vous voyez, il y a un montage, ils ont mis du bleu tout autour avec un petit WC là, c'est-à-dire, ça attire plus l'attention, ça donne, et puis les gens partagent aussi, et puis avec un logo. Bon, souvent le montage des photos, on le fait et quand on le fait, on met le logo de notre média ou bien de notre organisation dessus. Mais on le fait avec quel type d'image? Des images libres de droit d'auteur, modifiables ou des images que nous avons prises nous-mêmes, nous le verrons.
Il y a là aussi la photo d'archive. C'est une photo ancienne utilisée pour montrer des événements passés ou un événement récent. Ici, c'est John Magufuli, c'est-à-dire il est mort. Bon, il est mort, on ne peut pas utiliser une photo, on ne peut pas lui prendre une photo à la mort pour illustrer la nouvelle qu'on est en train de donner sur sa mort. Obligatoirement, on utilise une photo archive. Ou encore, on veut parler, par exemple, on dit, bon, aujourd'hui, il y a 50 ans ou bien 60 ans que le Togo a eu l'indépendance ou bien un pays comme ça, on peut utiliser aussi des photos d'archives des jours de dépendance pour illustrer ce qui se passe. Et comment les photos publiées sont-elles choisies? Bon, soit on décide de valoriser une personne, nous voyons la photo d'en haut de Donald Trump, ou soit on décide de valoriser la personne. Et la deuxième photo que vous voyez, les cheveux sont en l'air, c'est-à-dire, bon, on n'aime pas Donald Trump, on l'affiche comme on veut. Soit on décide de rendre une situation catastrophique. Ici, c'était une manifestation au Liban en haut, c'est-à-dire on monte, c'est-à-dire c'est vraiment, on veut dire aux gens que c'est de la catastrophe. Au Liban, c'est le sang. Forcément, ce n'est pas ça, mais on décide, ou bien on le fait pour une raison particulière ou pas. Ou bien en bas, on décide de rendre une situation plus optimiste. Ça, c'était les fusillades d'Atlanta. Je pense que c'était il y a 2 semaines. Il y a une fusillade d'Atlanta. On ne montre pas les corps, on ne montre rien. On montre seulement, on est plus optimiste, on sait que ça va aller. Ou bien on choisit d'émouvoir les lecteurs. Sur la première photo, on voit le pape François en Irak, je pense que c'est à Mossoul ou Idril, dans ce truc, le pape François qui lâche la colombe, c'est-à-dire, oui, on veut émouvoir, on émeut, donc on peut décider de faire ça ou bien on reste distant. Ici, c'est l'Angélus du pape sur la place Saint-Pierre. On décide, et ça, c'est l'Instagram de Vatican News, je prends toujours ça. Il décide plutôt que de montrer le pape en train de parler, de montrer les fidèles et les pèlerins qui sont sur la place. On reste un peu distant. Et c'est aussi une stratégie aussi pour amener les gens à voir, bon, pourquoi aujourd'hui on montre les pèlerins plutôt que le pape? Peut-être qu'il y a quelque chose, on est curieux, on veut aller lire pour voir, ou bien pèlerin a fait quelque chose. Ce sont des stratégies aussi de communication. Pour trouver les images, bon, il y a les sources diversifiées. Et souvent, les grands médias, ils ont leurs propres photoreporters, mais les petites boîtes, ils achètent des images auprès des agences de presse. Il y a AFP, Reuters, Ranza et tout, où il y a des sites de téléchargement gratuit de photos. La plupart, ce sont des images d'illustration ou encore en photomontage. Excusez-moi pour l'erreur, j'ai mis un peu, j'ai inversé. Ou bien on prend soi-même les photos. On prend soi-même les photos. Et c'est-à-dire, on peut contribuer à ces sites en téléchargeant sur ses propres photos. Par exemple, il y a pixel.com, Pixabay, ce sont des lieux où on peut trouver des photos. Mais il ne faut pas aussi qu'on s'illusionne trop aussi. Sur ces sites, il y a des photos aussi, des fois qui ne sont pas libres de droits d'auteur. Vous allez trouver des photos. Il y a des watermarks dessus qui vous prouvent qu'il faut vraiment acheter. Il y a aussi Filtre. Moi, je préfère Filtre, et qui est un site très utile pour la recherche des images qui sont sous le sens Creative Commons, c'est-à-dire où vous trouvez des images où on vous dit des fois ils sont libres de droits d'auteur, ou ils sont des common license, ou ils ne sont pas, ou ils sont ceci. Donc, il y a tout type d'images sur le Fric, et vous pouvez les télécharger en n'importe quelle qualité. Il y a la qualité maximale jusqu'à la petite qualité. Et puis, il y a ça ici, c'est un lien pour trouver des photos libres et gratuites. Ça, je vous montre un peu la façade de filtre. C'est-à-dire, quand vous cliquez, vous voyez, il y a Any License, et le Marketplace, All Creative Commons, Commercial Use Allowed, Modification Allowed, Commercial Use and Modes Allowed, no copyright restriction, tout ça là. Et j'enverrai un PDF à Jean, peut-être il va partager avec les autres sur comment expliquer tous ces trucs de droit d'auteur, vu le temps qui nous est imparti. Donc, moi, je conseillerais plus Filtre pour avoir des images, beaucoup d'images. Par exemple, quand je pars sur République togolaise, par exemple, de Filtre, ils ont des images de ce qui s'est passé, par exemple, au Togo. Et ces images sont libres de droit d'auteur. Imaginons que nous voulons faire un article de ce qui se passe au Togo. Par exemple, on dit, je ne sais pas ce qui se passe au Togo actuellement, on dit non, aujourd'hui, les femmes du grand marché ont fait une manifestation.
on va trouver ces images-là sur le flic de République togolaise. Et là, c'est modification allowed. Donc, tu fais ton montage, tu mets des citations dessus, ce que tu veux, et puis tu publies. Donc, c'est ça l'avantage de Flick. Et puis, beaucoup de médias sont là, beaucoup de présidences de nos républiques sont là, République of Bénin, République du Togo, du Ghana, Nigeria. Ils sont tous là sur Flick où ils publient des images libres de droits d'auteur. Bon, nous allons parler maintenant des distorsions. Dans la distorsion, qu'est-ce que je mets dedans? C'est-à-dire comment les gens manipulent les photos. C'est-à-dire on met en scène ou bien on décontextualise une photo accompagnée, par exemple, des légendes trompeuses. Tout ça est rendu possible aujourd'hui par des nombreux logiciels qui sont là, gratuits, payants ou comment, ou bien essais de 1 mois. Ils sont là et puis ça fait beaucoup de choses. Donc, et l'image, la manipulation de l'image vient souvent par le biais des tests et légendes variées, renversées. On renverse le sens de la photographie. Bon, il y a un exemple palpable ici, c'est-à-dire, lui, c'est un Américain. Il a commis un crime. Nous voyons ici, c'est la photo originale, mais chaque média décide de mettre en exergue comme il veut. Ici, on met plus l'accent sur son visage, on dit oui, voilà, c'est le criminel. Ici, ils ont mis la terreur. Vous voyez, ils illuminent seulement les yeux pour dire que oui, oui, les Noirs, ils sont là vraiment pour nous tuer. En American Tragedy. Vous voyez même le titre, ça dit tout. Donc, il y a ces genres de manipulations que les gens font qui ne sont pas vraiment très bien dans les publications. Comme par exemple ici, quand je sais pas, à droite, oui, c'est ma droite, on voit une fille là qui regarde. Cette photo originelle a été prise en Guinée dans un centre éducatif. C'était un reporter qui parlait de l'éducation en Guinée. Maintenant, il y a un réseau social qui utilise pour parler de bring Back Our Girls, quand on avait enlevé les 250 filles là de Chimbok au Nigeria. Donc, du coup, ce n'est pas ça la réalité, en fait. Ce n'est pas ça, en fait. Et puis, des trucs comme ça discrédite les médias. Et puis également aussi, lorsque nous traitons de la déontologie, du journalisme en relation avec les images, il est nécessaire de considérer également un autre paradigme qui est celui de la pertinence et de l'obscène dans la phase de publication du photo news. C'est-à-dire, on ne peut pas présenter, on ne peut pas tout publier. Par exemple, les images de mineurs en étant de désavantages, de malaise, et est contesté aussi par beaucoup de traités. Nous avons la charte de Trévis et la charte de Rome. Vous pouvez faire des recherches là-dessus pour voir ce qu'ils disent. Parce que, par exemple, imaginez, ça c'était une photo qui avait fait beaucoup de bruit, un enfant qui se noie. C'est une famille syrienne qui a pris les canaux pour rejoindre l'île Grèce à Pazakoulé. Et il y a eu inondation. Bon, ils ont chaviré. Voilà l'enfant. Donc, les médias décident seulement de publier l'enfant qui est noyé. Ça, en fait, c'est de l'obscène, en fait. L'enfant n'a pas droit à être publié ainsi. Ou bien quelqu'un qui est en train de brûler. Ici, nous sommes au Sud-Soudan lors de la guerre civile. Ça, c'est en fait de l'obscène. De plus en plus, les médias censurent ces gens d'humains. Par exemple, sur Instagram, tu peux voir ton compte être bloqué ou bien tes contenus supprimé ou bien tu n'apparais même pas quand les gens te cherchent, ils ne te trouvent pas. Bon, les droits d'auteur, qu'est-ce que les droits d'auteur? Les droits d'auteur offrent un cadre juridique permettant de protéger une œuvre créée par un auteur. Bon, le photographe est ici l'auteur de l'œuvre protégée, c'est-à-dire que la personne physique, il a créé sa photographie. Dès le jour qu'il prend sa photo, il est protégé. Et pour qu'elle soit protégée, c'est-à-dire que l'image doit être originale, prise par la personne elle-même avec son matériel. Et une idée n'est pas protégée. Ah, moi j'avais eu l'idée de prendre cet oiseau-là qui voulait l'appeler avec moi, donc il m'a volé mon auteur. Non, tu n'as pas pris la photo appartient à la personne qui l'a prise. Et puis lorsqu'une photo est protégée par le droit d'auteur, on a deux types de droits sont conférés. Il y a les droits moraux et les droits patrimoniaux. Les droits moraux, il s'agit notamment du droit au respect de son nom, de la qualité de son œuvre. Comme je l'avais dit plus haut, quand tu prends une photo, tu dois citer la personne. Et le droit patrimonial de l'œuvre appartient au photographe, c'est-à-dire et correspond à l'exploitation de la photographie protégée. On définit des cadres, c'est-à-dire si je vends ma photo, si je te donne ma photo, est-ce que tu peux la modifier?
oui, si tu peux la modifier, jusqu'à quel point? Tu peux l'utiliser pour combien de temps? Peut-être tu peux l'utiliser pour 3, 4. On a un contrat sur 5 ans. Après 5 ans, c'est fini, tu n'utilises plus mon image et des trucs comme ça. Mais pour éviter tout ça là, c'est-à-dire, c'est de trouver des photos libres d'auteur, modifiables. Et ça, on en a plein sur le net, sur des sites, sur Flickr et autres. Puisque, bon, ce sont les grandes boîtes qui veulent, c'est-à-dire des scoops, c'est-à-dire des photographes qui sont sur le terrain et tout. Et bon, on prend, une fois qu'une photo, par exemple, est publiée par TV5 Monde ou bien RFI, quand on veut relayer l'information, on prend l'image, on publie, on cite. Point. Là, on ne peut pas modifier tout. C'est ça, en fait, l'inconvénient à un certain niveau. Bon, je vous remercie. OK. Merci beaucoup, M. Cédric, pour votre présentation. On a fini avec 3 minutes d'avance. Merci encore pour cela et pour avoir respecté le temps. Alors, je vais demander à chacun de nous si nous avons des questions, nous avons des suggestions et aussi des commentaires. C'est le moment de poser ces questions et de présenter ces suggestions. Donc, nous allons prendre, je ne sais pas, deux questions à la fois pour qu'ils puissent répondre de façon en gros, en fait. Donc, la parole est à qui veut la prendre pour pouvoir poser les questions. Merci. Bonsoir à tous. D'abord à la OK. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Cédric, pour la formation. Et c'est vraiment enrichissante pour moi. Et j'aimerais poser une question, non, deux. La première, comment reconnaître une photo libre de droit d'auteur? Et la seconde, et c'est par rapport au hashtag. Est-ce les hashtags, bien, comment créer des hashtags ou ça existe quelque part qu'il faut prendre bien un peu plus d'explications à ce niveau? Merci beaucoup. OK, merci, sœur Myriam, pour la question. Et comment reconnaître une photo libre d'auteur? C'est-à-dire, quand les sites que je viens de nominer, c'est-à-dire, c'est quand vous voyez la photo, vous savez on indique là, libre, free rights, ou bien qui nécessite des trucs de règles. Mais si c'est un site, ce n'est pas très clair. C'est-à-dire, tu dois faire des clics, rentrer dans les détails pour savoir que c'est libre d'auteur ou bien ce n'est pas libre d'auteur. C'est pourquoi je recommande le plus souvent, moi, Flickr. Flickr, c'est-à-dire, quand tu vois, tu cliques là, comme je l'ai présenté sur le PowerPoint, c'est-à-dire, on te montre les possibilités. Cédric, tu peux aller sur le site directement, partage ton écran. C'est mieux. OK. Donc, tu vois déjà les possibilités pour télécharger. C'est-à-dire, on te dit que ça, c'est libre d'auteur. Ça, c'est libre d'auteur et tu peux, comment on dit, et tu peux télécharger. Ça, c'est ceci, ça, c'est ceci, ça, c'est ceci. Donc, c'est l'avantage. Je suis en train d'essayer de me connecter sur Flickr. C'est l'avantage quand même d'aller sur Flickr parce que, par exemple, imaginons qu'on veut modifier. On ne voit pas ton écran encore. Oui, je me connecte d'abord sur Flickr, c'est pour ça. Donc, je suis en train, je continue pas à expliquer en attendant. Imaginons qu'on veut faire ceci, on veut modifier une image et publier. Par exemple, comme ce que j'ai montré sur RFI, Journée mondiale des WC, on a trouvé une image de WC ou bien une image sur Pixabala ou bien l'autre de Bella. Mais ils ne vont pas vous dire que c'est libre d'auteur, mais
souvent, ils ne précisent pas si c'est modifiable ou pas. Alors que Filk te montre cela. Ils te disent que non, ici, c'est modifiable et tout, et tout. Donc, c'est ça. J'ouvre Filk. En fait, j'ai l'habitude d'ouvrir sur mon téléphone. Et puis, ici, il y a longtemps, je n'ai plus ouvert sur l'ordinateur. Il faut faire des mises à jour. Donc, c'est ma soeur, comme je disais, c'est ça. Bon, je vais commencer par répondre à la deuxième question en attendant de revenir sur Flickr. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut trouver les hashtags ou les créer? Oui, les hashtags, c'est facilement, on peut créer facilement les hashtags. Il n'y a pas de problème. Mais, c'est-à-dire, le hashtag que tu crées, est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés à ce hashtag? C'est ça, en fait. Donc, c'est pourquoi, du coup, on utilise des hashtags qui sont populaires. Et puis, on essaie de... Attends, je partage mon écran. Je rentre d'abord dans les hashtags. Donc, ici, nous sommes sur le site de Vatican News. Bon, Vatican News, ils n'utilisent pas trop de hashtags parce que d'office, ils ont beaucoup d'abonnés. Il y a, vous connaissez tous le nombre de chrétiens qu'il y a dans le monde, donc ils ont beaucoup d'abonnés. Je prends, par exemple, je retourne sur la page de Street Storytelling. Voilà. Donc, quand on voit une publication comme celle-ci, donc, il y a les live streets. Ça, ce sont des hashtags qui ont déjà un certain nombre d'abonnés. Quand je prends Everybody Street, quand je clique, je vois il y a 3 millions d'abonnés. Bon, ça, c'est un hashtag à utiliser quand je raconte une histoire qui parle de quoi? Qui parle de gens ou bien des enfants de la rue et tout. Parce que c'est un street storytelling. Ou bien je parle d'un verset biblique, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Joseph. Donc, il y a le hashtag de Saint-Joseph qui est aussi très populaire. Vous voyez, Saint-Joseph, ou bien carrément, on peut aller à Église. On met Église. Ce sont aussi des hashtags qui sont très populaires et qui permettent de faire passer son image, d'augmenter la visibilité. Donc, mais il y a aussi la possibilité de créer son hashtag personnel. Par exemple, comme la télévision en ligne. Donc, vous créez un hashtag de la télévision que vous publiez des fois et vous demandez, par exemple, aux gens qui vous reprennent de mettre ce hashtag. Par exemple, imagine, beaucoup de médias le font. Et on fait une campagne on veut faire passer un message ou bien une campagne, par exemple, de sensibilisation. Maintenant, on demande aux gens qui nous suivent dans cette campagne de sensibilisation, lorsque vous écrivez vous faites vos publications, ajoutez tel hashtag. Donc, lorsque vous ajoutez tel hashtag, l'information ou la nouvelle nous rejoint directement. Et puis, la télévision, nous, l'organisation, on peut repartager plus facilement. Donc là, ça devient dans le domaine, vous créez votre hashtag et vous diffusez cet hashtag et dans 2, 3, 4 mois, l'hashtag aussi peut devenir très populaire. Je pense que j'ai répondu. Bon. Oui, merci beaucoup. Mon fil refuse de s'ouvrir sur ordinateur. Je ne sais pas ce qui arrive. OK. Et merci beaucoup, Cédric, pour la formation. J'étais vraiment en retard et donc je n'ai pas suivi dès le début, mais j'ai suivi quand même vers la fin. J'ai 2 questions. Je suis Benoît, missionnaire combonien. J'ai 2 questions. La première, c'est par rapport à quelque chose que j'avais déjà écouté
que quand on publie les photos, par exemple sur Facebook, je ne sais pas, ça devient la propriété de Facebook. Et donc, on peut prendre ces photos-là facilement sans pour autant comment on appelle, dire que ben, la photo vient de telle personne parce que bon, ça devient déjà la propriété de Facebook. Ou bien ce que nous faisons aujourd'hui, quelqu'un publie quelque chose sur WhatsApp, on peut le prendre facilement à partir des logiciels et on peut le publier ailleurs. Et donc, je veux avoir un peu plus d'explications par rapport à cela. La deuxième question, ben, comme je fais aussi des vidéos, il y a un jour, un confrère me disait que la position de nos yeux par rapport à la caméra, non, donne aussi, véhicule un message. Quand, par exemple, nous voyons la caméra, nous avons les yeux en haut et la caméra est en bas. Et donc, ça peut-être véhicule un message comment est-ce que je peux dire, comme si nous nous considérons un peu plus grands que nos spectateurs, nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent, non? Donc, je ne sais pas ce que tu dis par rapport à ça. Est-ce que vraiment la manière de communiquer, est-ce que vraiment la manière, même la position de la caméra peut véhiculer ces genres de messages? Donc, c'est un peu ça les deux questions que j'ai. Ok, merci beaucoup, Benoît. Là, par rapport à la première question, les images que nous avons publiées sur Facebook et WhatsApp, oui. Parce que quand on publie une image sur Facebook, vraiment, comme ils le disent, c'est rendu public, c'est dans le domaine public. C'est pourquoi, et puis ce n'est pas l'image, lorsqu'une personne télécharge cette image, ce n'est pas l'image originale, ce n'est pas la photo originale de la personne. Puisque quand on upload les photos sur Facebook, WhatsApp, il y a déjà la qualité de l'image qui est réduite. C'est une photo qui ne sert plus pratiquement à rien, si je peux dire ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas agrandir ou en faire des affiches et tout. La qualité reste très réduite. Et par contre, sur Instagram, Instagram protège le droit d'auteur, puisque beaucoup de photographes utilisent ça comme plateforme de publicité. Tu ne peux pas télécharger des photos sur Instagram. Ce n'est pas aisé. C'est-à-dire, il y a des gens, c'est vrai, des gens, ils ont créé maintenant des logiciels pour contourner ce téléchargement. Mais quand tu utilises, la personne peut te faire un procès et pour image de droit d'auteur. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils font seulement un repost. Ils repostent ça, surtout sur Instagram ou bien sur Twitter. Par exemple, je prends cette télévision en ligne a vu une information sur Twitter très importante des Vatican News. Tu retweets juste. Tu retweets juste. Ou bien, si tu veux, toi-même, tu cherches ton image, tu développes un montage et puis tu accompagnes ça de l'information. Mais franchement, sur Facebook, vraiment, quand l'image est là, c'est WhatsApp, c'est-à-dire, c'est comme je t'envoie ma photo. Si j'ai ton contact, je t'envoie une photo sur WhatsApp, c'est-à-dire que nous sommes proches. Quand je te l'envoie, c'est comme je te concède les droits d'auteur. Mais ce ne sont pas des images de qualité. Et puis, le plus souvent, quand vous voyez sur Facebook, Instagram, les grands photographes, les grands médias, il y a toujours quelque chose sur la photo ils écrivent, ils accompagnent leur photo d'une légende ou de quelque chose. Là, on sait en même temps que c'est sa photo. Lorsque tu l'as reproduit quelque part, n'importe où, en fait, c'est sa photo, c'est déjà écrit dessus. C'est une photo. Donc, tu ne peux plus faire autrement. Et en partageant sa photo ou en faisant ceci, tu reconnais le travail de l'artiste et puis ça lui fait aussi de la publicité. Je voulais montrer un truc, par exemple, ça c'est sur Instagram, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc ici, vous voyez, il a déjà mis la totale 228, ça c'est le nom du photographe. Donc c'est carrément, il a marqué son image, il a signé. Bon, vous pouvez me dire qu'on a rogné. Bon, ça, la personne regarde, vous pouvez lui faire le procès parce que vous avez l'image qui est originale et vous montrez. Donc, par exemple, ici, vous voyez Drive Photography. Il a déjà signé, même si vous copiez, on sait que l'image ne vient pas de vous. Bon, revenons à la vidéo. Nous savons le corps, comme souvent les psychologues disent que quand nous parlons, je pense que c'est 70% de nos gestes sont, c'est-à-dire quand il y a en communication, si on prend les 100%,
70% sont des actes verbaux, des non-dits. Donc, du coup, notre manière de nous adresser aux gens quand nous sommes devant une caméra dit aussi tout. Comme il a dit, c'est-à-dire, les gens interprètent, les gens qui regardent. Tu es tu fais une vidéo, tu es là concentré comme ça, ou bien tu es là, bon, tu es là comme ça, tu parles, donc les gens disent non, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de nous, puisque là, il ne nous regarde même pas, il a les yeux en l'air, ou bien il a les yeux baissés. Moi, quand une vidéo, bon, j'en peux ajouter quelque chose après. Dans une vidéo, tu es là, tu parles, quand tu montes une vidéo, et quand la vidéo dépasse plus de 2 minutes, et plus de 2 minutes, ou bien même plus de 1 minute 30 minutes, ça dit, c'est bien d'alterner avec des images derrière. Ça dit, on sent ta voix qui passe, mais il ne faut pas que tu sois tout le temps là présent comme ça. Quand vous voyez même au journal télévisé, lorsque la présentatrice parle, elle a le chapeau, elle le lance en 30 ou bien 40 minutes, sauf dans une interview où ils sont là et il y a ces deux personnes. Donc, du coup, quand vous parlez dans une caméra, vous passez un message, vous fixez la personne, des fois vous regardez. Et puis, il y a aussi les jeux de caméra qui peuvent aider. Quand vous avez 2-3 caméras, vous parlez, après, on peut vous montrer de ce profil et tout ça. Là. Donc, cela change un peu, ça devient aussi plus ennuyeux. Mais ce que je peux dire, c'est que nos expressions, comment on s'exprime, comment on est devant la caméra, ça dit aussi quelque chose de notre personnalité, de ce que nous sommes. Soit nous sommes autoritaires, nous sommes, bon, tu es timide, tu es ceci, tu es cela, des choses comme ça.